Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Inventaire et ethnologie européenne. Laurent-Sébastien Fournier, IDEMEC, UMR 7307 CNRS ex-Marseille Université. L'inventaire est un terme qui est à la fois très actuel et très classique. Actuel. Il évoque les inventaires du patrimoine culturel immatériel, rendus nécessaires dans les États parties ayant ratifié la Convention de l'UNESCO de 2003. En France, des ethnologues se sont engagés dans la réalisation de tels inventaires qui participent du renouvellement de la discipline, tout en rejoignant l'horizon de la recherche appliquée. Plus classiquement, le terme d'inventaire ouvre aussi sur des questions théoriques et générales. Il renvoie à ce qui se nombre, ce qui se mesure, selon la perspective proposée par le Manuel d'ethnographie de Mauss, 1967. Dans toute enquête ethnologique en effet, il est essentiel de faire l'inventaire raisonné de ce qu'on trouve sur le terrain, inventaire d'objets matériels, mais aussi de pratiques spécifiques, d'idées, de récits. L'inventaire rejoint alors l'idée de corpus à constituer et à analyser. L'inventaire renvoie aussi à des aspects historiques. Inventorier, c'est faire l'état des lieux de l'existant, souvent avec une dimension rétrospective. Les historiens parlent par exemple d'inventaire après décès. Il s'agit alors de faire le point sur quelque chose avec une perspective historiographique ou patrimoniale, après une rupture ou une perte, souvent pour arriver à la dépasser, à la réparer. Enfin, le terme d'inventaire est associé à l'idée de liste. Il court alors le risque d'être positiviste, et constitue aussi une opération subjective de sélection de certains éléments plutôt que d'autres. Dès lors, que mettons dans un inventaire ? Qu'est-ce qui est digne d'y figurer ? Que révèle-t-il de ceux qui l'ont conçu ? Les éléments qui précèdent permettent de mieux comprendre les enjeux de cet ouvrage, qui sont nécessairement multiples, puisqu'il s'agit à la fois de faire le point sur l'existant. De quels inventaires disposons-nous dans le champ vaste et profus de l'ethnologie européenne ? Peut-on réaliser une cartographie de ces inventaires ? Quelle est l'histoire des inventaires par pays ? De comprendre ce qui a présidé à la réalisation de ces inventaires dans l'espace et dans le temps. Quelles volontés politiques les ont guidés ? Quelles intentionnalités les ont accompagnés ? Quelles conceptions savantes sous-jacentes les ont déterminées ? De se servir de cette occasion de partage des connaissances pour faire réseau et alimenter une réflexion concrète sur les inventaires actuels du patrimoine culturel immatériel en Europe. L'histoire des inventaires est relativement bien connue. Elle rejoint l'histoire de l'ethnologie européenne elle-même, avec le célèbre exemple des collectes de l'Académie celtique en France au début du XIXe siècle, collectes plus ou moins inspirées par le romantisme et le nationalisme, et participant à la réinvention de traditions considérées comme menacées par le progrès technique un peu partout en Europe au début de la période contemporaine. Au-delà de la nostalgie, pourtant, les inventaires ont très vite joué un rôle concret pour l'administration des territoires. Il convient de mentionner ici l'exemple des statistiques préfectorales de la France des années 1820, sur lesquelles de récentes publications ont attiré l'attention, Gano et Ali, 2010, Bertrand et Fournier, 2014. Au titre des inventaires proposés par les auteurs de ces statistiques, on trouve non seulement des données concernant l'agriculture, mais aussi la richesse des sols, l'industrie, le commerce, la faune, la flore, etc. Dans la statistique des Bouches-du-Rhône, Villeneuve, 1821-1826, un volume intitulé État social rassemble ce qui se rapporte aux populations, démographie, alimentation, ainsi qu'aux mœurs, usages et coutumes, fêtes, sociabilité, jeux et rites de la culture populaire. L'analyse du processus de fabrication de tels inventaires statistiques révèle l'inévitable manipulation politique des données par les autorités locales. Pour les fêtes, ainsi, les maires qui fournissent des renseignements sont souvent très prudents car ils craignent l'interdiction des pratiques locales et veulent protéger leurs concitoyens. Leur logique est très différente de celle des édiles actuels, souvent tentés par la valorisation patrimoniale ou touristique des festivités locales. Le cas des inventaires statistiques provençaux du début du XIXe siècle est intéressant, mais il manquait à ce jour une approche comparative à l'échelle européenne, du type de celle entreprise avec le présent volume. Des parallèles franco-britanniques ont été à l'origine de cette interrogation comparative.
En croisant d'abord les statistiques régionales françaises et les données collectées par de grands folkloristes tels que Van Gennep, 1998, 1937 à 1958, il est surprenant ensuite de constater que des équivalents presque exacts existent dans d'autres pays. Pour l'Écosse, ainsi, on dispose du Statistical Account of Scotland drawn up from the Communication of the Ministers of the Different Parishes, ouvrage paru à Édimbourg en 1791, Sinclair 1791, renouvelé en 1845 par le New Statistical Account of Scotland. Ces ouvrages volumineux proposent un inventaire des ressources naturelles, sociologiques et culturelles classées par localité, selon un modèle de présentation absolument identique aux statistiques régionales françaises de la même époque. La méthodologie, elle aussi, est comparable, avec la sollicitation des notables locaux, maires dans le contexte républicain français, pasteurs protestants dans le contexte écossais. À partir de la fin du XIXe siècle, les sociétés savantes intéressées par le folklore prennent le relais des statistiques commanditées par l'administration. À Londres, la Folklore Society encourage la publication d'ouvrages qui compilent de nombreux faits folkloriques. On pourra citer les volumes multiples du County Folklore de G.F. Black, 1903, toujours pour l'Écosse, et ceux du British Calendar Customs de M. MacLeod Banks, 1937 à 1941 ou d'A.R. Wright, 1936, contemporain de Van Gennep. Il y a donc tout lieu de tenter une histoire comparée de ces inventaires, apparus simultanément dans divers pays d'Europe. Leur intérêt provient certes de leur contenu, description de nombreux rites et coutumes qui souvent existent encore sur le terrain actuel des ethnologues, mais aussi de leur ancienneté, et encore des typologies qu'ils proposent et qui nous apprennent beaucoup sur les manières de penser l'ethnologie aux époques où elles ont été conçues. Une étude comparée des inventaires a donc plusieurs enjeux aujourd'hui. D'abord, elle permet de réfléchir aux usages actuels de tels travaux dans un contexte de revalorisation du patrimoine culturel local et d'émergence de la nouvelle catégorie de patrimoine culturel immatériel, qui encourage la réalisation de nouveaux inventaires. Elle permet aussi d'imaginer ce qui a pu changer ou au contraire se maintenir dans un XXIe siècle marqué par des phénomènes nouveaux. Globalisation, urbanisation, tourisme, confrontation ou coexistence des cultures, critique ou construction de nouvelles identités territoriales, etc. Elle interroge la pertinence ou l'utilité des travaux les plus anciens et la possibilité de les mobiliser au présent, en relation avec les volontés de valoriser le patrimoine culturel immatériel. Enfin, elle suppose de formuler un certain nombre de critiques en vue d'un renouvellement du genre. Le cas des fêtes publiques paraît exemplaire pour traiter ces questions. Les fêtes forment un corpus à la diversité déroutante, constitué d'événements religieux ou profanes qui se comptent par milliers sur le continent européen. Les fêtes ont par ailleurs fait l'objet de travaux précédents du réseau Eurethno et du Ritual Year Working Group, de la Société internationale d'ethnologie et de folklore, dont sont membres la plupart des auteurs de l'ouvrage. Enfin, l'intérêt des fêtes vient de leur ambiguïté même, lieu de conversion au pouvoir mais aussi de subversion et de transgression majeure, elles sont au cœur des interprétations des cultures populaires européennes traditionnelles. La connaissance des fêtes, élément majeur du patrimoine culturel immatériel, semble ainsi particulièrement importante dans un contexte de crise où il est primordial de penser à ce que signifie le bonheur partagé et la sociabilité festive, rempart agréable et utile face à l'intolérance et aux problèmes de communication interculturelle. L'ouvrage entend donc présenter quelques contributions propres à faire le point sur le savoir disponible en termes d'inventaire des pratiques festives européennes, sur la nature de ce savoir, et sur les possibles évolutions des méthodes, dans une perspective comparative. Les logiques d'inventaire sont abordées à la fois au passé et au présent, à travers des analyses de cas insistant sur les traditions d'études ou sur des éléments festifs et des fêtes spécifiques. Au fil des contributions s'éclairent des notions fondamentales pour l'ethnologie européenne, du folklore au patrimoine culturel immatériel. On comprend que les logiques des acteurs qui inventorient ne sont pas toujours les mêmes que celles des personnes qui pratiquent fêtes et rites localement. On voit aussi se dessiner les contours d'un immense chantier, qui devrait comparer des fêtes vues par des ethnologues natifs des pays où elles sont pratiquées,
des faits vus par des ethnologues venus d'autres pays, à des échelles de comparaison variables, régionales, nationales, euro-méditerranéennes et internationales. Références bibliographiques. Bertrand Régis Fournier, Laurent Sébastien édition. 2014. Les fêtes en Provence autrefois et aujourd'hui. Aix-en-Provence, publication de l'Université de Provence. Gannot, François, Gombert, Pierre, LAFFE accent aigu, Félix, URSCH, Jacqueline édition. 2010. Récit de fêtes en Provence au XIXe siècle. Le préfet statisticien et les maires ethnographes. Milan, Sylvana éditorial. Mauss Marcel. 1967. Manuel d'ethnographie. Paris, édition Payot. New Statistical Account of Scotland, 1845. Édimbourg et Londres, édition W. Blackwood et Son. Sinclair Sir John. 1791. Statistical Account of Scotland drawn up from the communication of the ministers of the different parishes. Édimbourg, édition W. Critch. Van Gennep Arnold. 1998-1937 à 1958. Le folklore français. Paris, édition Robert Laffont 4 volumes. VILLENEUVEBARGEMONT, Comte Christophe de édition. 1821 à 1826. Statistiques des Bouches-du-Rhône. Marseille, édition Antoine Ricard. Black, GF 1903. County Folklore. Londres, édition David Nutt et Folklore Society. MacLeod Banks, Monsieur 1937 à 1941. British Calendar Customs. Scotland. Londres, édition William Gleicher Ltd, 3 volumes. Wright, AR 1936. British Calendar Customs. England. Londres, édition William Gleicher Ltd. Un inventaire passé et invention présente. Les dynamiques de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Sylvie Grenet, Ministère de la Culture et de la Communication, France. Résumé. L'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France est né d'une obligation légale liée à la ratification de la Convention pour le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO par la France en 2006. De ce qu'on aurait pu concevoir comme une injonction ayant pour conséquence obligatoire la simple élaboration d'une liste énumérant des pratiques, est née une série de dynamiques, touchant les domaines de la documentation, de la participation des communautés et du paradigme patrimonial. Dans la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, entrée en vigueur en 2003 et ratifiée par la France en 2006, l'UNESCO considère les inventaires comme un recensement obligatoire devant permettre à chaque pays signataire de faire connaître les éléments ressortissants de son patrimoine culturel immatériel, PCI. Selon l'UNESCO, le critère principal de la réalisation de ces inventaires est une participation active des communautés. Ce critère a d'ailleurs été renforcé ces dernières années. Il est expressément demandé aux pays candidats à l'inscription sur la liste de sauvegarde urgente ou sur la liste représentative, de spécifier de quelle manière leur communauté participe à l'élaboration des inventaires. La non-prise en compte de cet aspect peut d'ailleurs entraîner une notification de refus d'inscription sur ces listes, de la part des experts chargés d'examiner les dossiers de candidature. Pourvu qu'ils respectent ces principes, les États demeurent libres de choisir la méthodologie qui leur paraît la plus adéquate. Pour la France, c'est le ministère de la Culture qui a en charge l'élaboration et la mise à jour des inventaires. L'inventaire revêt 2 formes, soit des fiches rédigées par des chercheurs sur appel à projet du ministère de la Culture, soit des fiches rédigées par les membres des communautés et validées in fine par un comité ministériel composé d'experts et de membres de l'administration. Débuté en 2008, l'inventaire répertorie désormais plus de 300 pratiques présentées sous forme de fiches rédigées en texte libre et disponibles en format PDF sur le site du ministère de la Culture. Ces fiches sont le résultat d'une méthode de travail mise au point par le ministère de la Culture entre 2008 et 2009, et qui peut se résumer ainsi. Travail de terrain auprès des porteurs de la pratique effectué à partir d'une grille d'enquête, puis exploitation de ces témoignages pour remplir les champs de la fiche. Ces champs concernent la définition de la pratique, son histoire, la manière dont elle est transmise,
et les éventuelles mesures de sauvegarde ou de valorisation mises en œuvre. Il nous a semblé que l'inventaire du PCI présentait 3 caractéristiques particulières, à savoir le recours aux techniques documentaires, la participation des communautés, et le paradigme patrimonial. Afin de mieux cerner la nature des questionnements liés à ces caractéristiques, cet article va tenter d'appliquer à ces 3 éléments la notion de dynamique, au sens où l'entend le Larousse, c'est-à-dire l'étude de la relation entre des forces, que nous pourrons ici assimiler aux 3 caractéristiques détaillées plus haut, et les mouvements qu'elles produisent. Les techniques documentaires, la participation des communautés et la patrimonialisation seront donc étudiées sous cette perspective afin de comprendre comment ces 3 facteurs ont pu engendrer des changements de sens ou de méthodologie dans l'inventaire initial du PCI. En outre, cette corrélation dynamique questionne également le contexte plus large dans lequel s'appliquent les dispositions de cet inventaire, autrement dit, comment une convention de l'UNESCO peut être appliquée par un État ? Méthodologie documentaire et mouvement participatif, vers une dynamique conflictuelle. Tout inventaire reste un système d'information et à ce titre, la notion d'inventaire est étroitement liée à celle de collecte, stockage, traitement et utilisation de données informatisées depuis les années 1960. Si l'on dresse un rapide état du paysage documentaire dans lequel ont évolué les institutions culturelles françaises, le système d'information qui a paru jusqu'à présent le plus adéquat est le système de gestion des bases de données, SGBD, un logiciel permettant à des utilisateurs professionnels rompus aux méthodes d'analyse et de recherche d'informations de structurer, insérer, modifier, trouver et partager de manière efficace des données spécifiques parmi une grande quantité d'informations. Dès lors qu'il s'est agi de mettre en forme le travail de recensement des chercheurs en patrimoine, et que le traitement informatisé des données s'est banalisé à partir des années 1980, ce choix est apparu évident afin de rationaliser les données récoltées sur l'ensemble du territoire national, et de les étudier d'une manière homogène. Toutefois, ce système a engendré des effets pervers. Le cas de l'inventaire général des richesses de la France, initié dans les années 1960 par André Malraux, est typique de cette évolution. Le travail de Nathalie Heinisch sur les services de l'inventaire général montre bien comment le recours à une base de données française unique, nommée Gertrude, a permis de répertorier une masse considérable d'informations engrangées par les chercheurs. Cependant, le recours systématique à cette base de données a engendré une confusion chez les chercheurs de l'inventaire, leurs données échappant à tout contrôle en regard d'une faible hiérarchisation de ces informations. Une rapide enquête de terrain effectuée par l'auteur de cet article auprès de chercheurs de l'inventaire a révélé que cette base de données est plutôt considérée comme une sorte de léviathan doté d'une identité propre, qui s'érige de toute sa masse entre la complexité du terrain et le chercheur lui-même, ce qui empêche finalement ce dernier de diffuser ses recherches. D'outils, la base de données est devenue un objet en soi, dont la rigidité l'éloigne de la réalité du terrain. Le cas de l'inventaire général, s'il est peut-être le plus poussé, n'est pas unique. Les premières réflexions sur la méthodologie de l'inventaire du PCI ont commencé en 2007. Elles ont eu pour cadre intellectuel cette dialectique née des difficultés de l'inventaire général, entre ce qu'on pourrait nommer l'être, le but final, et l'avoir, le récollement des données documentaires. La méthodologie de l'inventaire du PCI s'est construite en rejetant d'emblée la notion de SGBD, fondée sur l'utilisation d'un logiciel destiné prioritairement aux seules personnes travaillant en amont. On peut distinguer 2 principes étapes de l'inventaire du PCI. Tout d'abord, et jusqu'en 2014, l'inventaire s'est élaboré de manière à permettre à tous les publics de bénéficier d'une approche ordonnée et continue de l'information sur Internet, indépendamment des informations de la base de données. L'inventaire est constitué de fiches PDF mises en ligne sur le site du ministère de la Culture. Il comporte des rubriques thématiques correspondant aux grands champs de la Convention de 2003, art du spectacle, savoir-faire, savoir de la nature, musique, danse, etc. L'information contenue dans l'inventaire y est présentée par un texte continu et argumenté, sans indexation des termes, la recherche de l'information se faisant par l'entremise des moteurs de recherche Internet. Aussi,
La forme de la monographie et de l'inventaire se confondent souvent lorsque le chercheur l'a jugé nécessaire, avec des fiches pouvant atteindre une trentaine de pages. Ainsi, la recherche au sein du texte est aisée, mais ne permet pas de mettre en relation un même phénomène décrit dans des fiches séparées. À partir de cette mise en ligne s'est ouverte une seconde étape de formalisation dès 2014. Celle-ci s'est appuyée sur les nouvelles dynamiques du web, et plus particulièrement sur la sémantisation des données d'Internet. 3 outils sont ainsi toujours en cours d'élaboration, en partenariat avec l'Institut Occitan, un opérateur culturel de la région Nouvelle-Aquitaine pour la langue occitane. Cet institut travaille depuis une dizaine d'années avec le ministère de la Culture sur la collecte des inventaires du PCI et sur leur mise en forme en fiches. Les outils de gestion de l'inventaire testés sont au nombre de 3. Ils sont volontairement multiformes, car ils tentent d'accompagner le plus fidèlement la diversité croissante des besoins et des types de requêtes formulées. Le premier outil se présente sous la forme d'un site web consacré à l'inventaire du PCI, qui permet de retrouver l'information par le biais de son contexte sémantique. La fiche de l'inventaire du PCI français qui a été validée par le ministère de la Culture se retrouve ainsi sur ce site. Le deuxième outil consiste en un essai de passage du texte à un système d'information géographique, traduisant les données écrites en données visuelles indiquées sur une carte. Enfin, le troisième outil utilise le site Wikipédia, en y intégrant les données contenues dans la fiche d'inventaire précédemment validée. La fiche est alors retravaillée, afin de correspondre au modèle collaboratif Wikipédia. Ce versement permet ainsi aux Wikipédiens de compléter les textes relatifs aux pratiques régionales, dans les langues d'origine, afin de faciliter l'articulation entre pratiques et langues régionales. Wikipédia est destiné à changer profondément le rapport entre l'auteur, le lecteur et le statut de la fiche. On passe ainsi de ce que Cyril Isnard nomme « l'unité finie de la fiche » au texte Wikipédia qui est, par sa nature collaborative, le résultat dynamique d'une information changeante. La paternité de ces textes échappe par conséquent aux auteurs de la fiche originelle, sans qu'ils y aient nécessairement un droit de regard. Cette étape, si elle réussit, pourrait faire de l'inventaire du PCI français le rejeton idéal de l'UNESCO. En rendant le contenu de la fiche aux citoyens et pratiquants locaux, l'État délègue par là même son pouvoir de définition et de détermination patrimoniale. L'inventaire du PCI a fait éclater le format fini et fermé des résultats, en le transformant en un système participatif dans lequel les membres des communautés construisent leur patrimoine. Certes, il faudra savoir répondre à des questionnements à venir, et notamment sur la manière de modérer les informations fournies par l'internaute, de façon à ce qu'un discours homogène soit produit. Cette nouvelle forme, qu'on pourrait qualifier de documentaro-participative, peut se traduire comme une dynamique conflictuelle. En effet, le pivot autour duquel s'est construit le discours patrimonial de l'État demeure le même, à savoir que l'État détient le monopole de la véracité de l'information et qu'il exerce son contrôle par le biais d'experts sanctionnant la parole plurielle des communautés. Ce conflit risque d'affaiblir à terme ce système collaboratif basé sur une vérité en constante reconfiguration. Force des communautés et mouvements participatifs. Vers une énonciation patrimoniale pacificatrice et anticommunautariste ? Si l'UNESCO requiert la participation des communautés, elle ne donne que peu d'indications sur ce qu'elle entend exactement par leur intervention dans le processus d'inventaire. Lorsque cette institution ratifie la Convention de 2006, la France envisage alors la participation des communautés d'une manière tout anthropologique, par une interrogation d'informateurs lors d'enquêtes préalables à la réalisation de la fiche. L'hypervalorisation des communautés, caractéristique du PCI selon l'UNESCO, a dû s'affirmer en France dans un univers administratif et scientifique qui rejette la notion de communauté dans le champ du communautarisme. Dans ce contexte, il a fallu s'entendre sur une définition commune qui tienne lieu de base solide pour les enquêteurs. Les contours de cette communauté sont précisés depuis 2016 lors de réunions de cadrage prévues jusqu'en 2018 avec les enquêteurs de l'INOC travaillant sur les pratiques occitanes du PCI en Aquitaine, ainsi qu'avec la SEMA, Société d'encouragement aux métiers d'art, travaillant à un inventaire des métiers d'art rares en France.
Les derniers grands modèles de méthodologie d'enquête ethnographique et sociologique française, Morin, 1967, sont fondés sur la notion d'unité territoriale. Sur un territoire donné, ou à travers une entité administrative spécifique, tous les aspects doivent être étudiés et recensés. Les chercheurs de l'inventaire du PCI se fondent, eux, sur le texte de la Convention de 2003, dans lequel le PCI ne s'entend pas en termes de territoire mais en termes de pratique. La fiche d'inventaire traite donc d'abord d'une pratique, et les chercheurs analysent ensuite par quel groupe elle est exercée, groupe qui ne se nomme pas nécessairement eux-mêmes une communauté. Pour finir, ils considèrent les différents lieux où cette pratique se déploie. En France, les groupes sont constitués le plus souvent sous forme d'associations quadrillant la France dans toutes sortes de domaines. En ce sens, on pourrait dire que l'association est peut-être ce qui peut le mieux ressembler à l'idée de communauté, au sens anglo-saxon du terme. C'est en s'appuyant sur cette caractéristique que les premiers enquêteurs ont commencé leur travail, et ont utilisé les représentants d'associations culturelles ou sportives comme principaux informateurs. Certes, il convient d'éviter les écueils mis en avant par les community studies. Ces communautés peuvent être trop lisses vis-à-vis de l'ethnologue, qui doit alors se méfier d'un discours trop homogène ou lénifiant, ou bien, au contraire, celles-ci peuvent être totalement refermées et rejeter l'ethnologue. Dans le cas de l'inventaire du PCI, l'objet d'étude est défini au préalable par les membres de la communauté, et bien souvent à leur demande. Le risque de rejet semble donc très faible. Le danger réside plutôt dans le premier problème, à savoir un discours sur les pratiques qui tend vers un message trop unificateur. C'est pour cette raison que la fiche d'inventaire contient un champ consacré à l'historique de la pratique, nécessitant pour l'enquêteur la recherche de sources, afin qu'il puisse faire ressortir si nécessaire, la pluralité des phénomènes liés à l'étude, parfois apparemment trop simple, d'une pratique. Mais au-delà de ces points d'achoppement dans la saisie à partir des communautés, et qui concernent finalement plutôt l'ethnologue lui-même, il existe une nouvelle dynamique de collecte issue de l'observation de certaines réactions communautaires face aux fiches d'inventaire. S'il perdure quelques rares cas classiques, où l'élaboration de la fiche a engendré des conflits, l'inventaire a surtout permis de nouveaux modes d'énonciation patrimoniale porteurs de pacification ou bien de régulation pour la communauté. Le cas de l'équitation de tradition française, inventoriée en 2009 et inscrite à l'UNESCO en 2011, nous questionne dans cette perspective. Le phénomène analysé ici est issu d'une observation durant les années 2010 à 2016 faite auprès de cavaliers et de membres de l'École nationale d'équitation et de la Fédération française d'équitation, ou bien encore d'associations de défense de l'équitation française. Les praticiens de l'équitation sont nombreux, 1 million en France, mais le sentiment de faire partie d'une quelconque communauté n'a pour eux pas de sens, dans la mesure où le terme de communauté suppose une sociabilité particulière et des intérêts communs. Le seul point commun qui les rassemble, la pratique du cheval, est par essence éminemment conflictuelle, car elle est fondée sur un modèle de compétition sportive au sein d'un univers où l'importance des intérêts économiques engendrés contraste de manière très crue avec des capacités économiques individuelles le plus souvent limitées. L'insertion de l'équitation de tradition française dans le processus de l'UNESCO doit son origine à un groupe extrêmement restreint de professionnels exerçant au sein du cadre noir de Saumur, institution à la forte identité culturelle. L'insertion à l'inventaire, puis l'inscription à l'UNESCO ont fait émerger une sorte de troisième discours providentiel. Dans un espace de représentation saturé d'une part par l'idée de performance sportive, et d'autre part par de nécessaires rendements économiques, ce troisième discours a eu la vertu d'unifier l'idée de la pratique, en introduisant dans l'espace verbal du monde équestre un vocabulaire lié aux notions de valeur morale ou d'esthétique, valeurs conçues en opposition au mercantilisme ou à la compétition. Si l'on consulte les sites web et les forums liés à l'équitation, il est intéressant de constater que depuis 2 ou 3 ans seulement les praticiens se reconnaissent de plus en plus nombreux dans les principes d'équitation de tradition française. Certains conflits liés à la place de la compétition sportive dans le monde équestre trouvent un apaisement dans un énoncé patrimonial envisagé comme une façon d'échapper par le haut aux conflits propres à la communauté. La dynamique de la patrimonialisation, quel mouvement et quelle force? L'analyse du rôle des communautés et de leur réaction face à la patrimonialisation de leurs pratiques
nous permet d'aborder la troisième dynamique, celle de la patrimonialisation. Depuis sa naissance au XVIIIe siècle, le patrimoine est une définition qui vient d'en haut et qui est énoncée par des spécialistes. Dans l'inventaire du PCI tel qu'il est défini dans la Convention de 2003, c'est désormais une définition qui vient d'en bas, qui est énoncée par la communauté. La notion de patrimoine ethnologique s'est institutionnalisée en France dans les années 1980, grâce à une mission de recherche du ministère de la Culture et du laboratoire LAHIC. Comme il est dit dans le rapport Benzaïd de la mission ethnologie, le patrimoine ethnologique doit être une affaire de spécialistes, d'ethnologues qui aident à définir le patrimoine ethnologique sans l'intervention des communautés, dont les membres restent des informateurs 12, Grenet 2006. Les savoir-faire deviennent dès lors un objet de patrimoine ethnologique avec les travaux de Denis Chevalier, ce dernier travaillant en étroite collaboration avec les porteurs de pratiques. En outre, selon la méthode classique des enquêtes ethnologiques, la parole des praticiens est monopolisée dans le cadre normé des enquêtes contrôlées par l'ethnologue 12, Chevalier 2001. On aboutit alors à ce qu'on pourrait qualifier de conséquences inévitables. À partir du moment où des anthropologues de profession ont travaillé sur le patrimoine, ceux-ci ont été amenés à repousser les frontières de la collecte, laquelle a fini par se dissoudre dans le champ plus large des investigations ethnologiques. C'est le cas par exemple d'un programme de recherche missionné par le ministère de la Culture, qui a donné lieu à une étude sur les pratiques du topless sur les plages. Si l'on peut comprendre d'où part l'objet de l'étude, les pratiques patrimoniales du tourisme, on comprend aussi qu'un ethnologue s'en éloigne assez vite pour analyser des types de comportements culturels, qui questionnent de manière plus vaste les standards de la décence, du corps, etc. En bref, le périmètre d'étude est élargi au risque de perdre de vue l'objet initial de l'étude. L'approche patrimoniale énoncée par l'UNESCO, alors largement sous l'influence des Community Studies aux États-Unis, Lind, 1929-1937, Lassiter et Ali, 2004 sur Middletown 13, s'est fondée sur un autre principe, celui de la participation des communautés. Deux conséquences sont corrélées à ce choix et se rattachent au type de chercheurs associés, ainsi qu'au rôle des informateurs. Les chercheurs participant à la rédaction des fiches d'inventaire PCI en France sont des ethnologues, mais aussi des géographes, des économistes, des juristes. Cette cartographie typologique aboutit à une approche pluridisciplinaire du fait patrimonial. Dans les Community Studies est apparue la nécessité de faire appel à plusieurs méthodes d'enquête, afin de rendre plus finement la réalité des pratiques. Nous y trouvons l'archivistique, les données démographiques et le droit. Quelques chercheurs ont déjà commencé à aborder cette pluridisciplinarité, tels que Patricia Heiniger-Casteret, maître de conférences à l'Université de Pau, qui travaille à des fiches d'inventaire consacrées au droit coutumier dans les Pyrénées. Pour comprendre ce phénomène, il lui faut prendre en compte à la fois l'histoire des paysages, l'archéologie et les méthodes d'enquête de terrain. Ce sujet d'étude fait également appel à des analyses juridiques, puisque les droits coutumiers se confrontent aux droits nationaux et aux droits européens. Pour l'instant, ce type d'approche n'a cependant pas encore été formalisé par les chercheurs. Cette pluridisciplinarité s'accompagne désormais d'un autre paradigme, devenu une nécessité, à savoir l'incontournable rôle de ceux que nous nommions autrefois informateurs. Ces derniers deviennent partie prenante de l'inventaire. Il existe évidemment de nombreux cas de tentatives d'instrumentalisation de l'outil par les communautés, et notamment pour répondre à des espoirs de valorisation économique ou symbolique, mais il existe d'autres cas, plus nombreux, où l'on constate que les communautés qui exercent une pratique la désignent elles-mêmes comme leur patrimoine. Ces groupes possèdent désormais les outils pour le nommer, sans nécessairement l'instrumentaliser. Claudie Voisenat, chercheur au LAHIC, travaille sur le sujet de la patrimonialisation des fêtes de l'ours dans les Pyrénées. Ces fêtes ont depuis été insérées à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel et visent à présent une inscription sur la liste représentative de l'UNESCO. Contrairement à ce que ce chercheur attendait, le processus d'appropriation du patrimoine ne passe pas par la construction d'un discours normatif, en réponse aux attentes de l'UNESCO, mais par un regard réflexif de la population sur ses propres pratiques festives. Dans ce cas, Claudie Voisenat a accepté de jouer un rôle différent de celui qui est le sien habituellement.
Elle ne se représente plus comme le savant qui écrit, mais comme un passeur d'informations, comme la personne qui met en forme la vérité d'un discours. Une étude réflexive de la manière dont l'ethnologue se représente son statut dans une telle situation pourrait d'ailleurs être très fructueuse. L'objet principal de cette recherche était d'étudier l'inventaire français du PCI sous l'angle des dynamiques qui le traversent. Dans le champ documentaire, les changements se résument à une mise en question de l'utilisation des données rassemblées, de leur mise en forme et de leur restitution. En ce qui concerne les communautés, les transformations sont de l'ordre du passage du passif à l'actif, de l'observé à l'acteur, et pour l'ethnologue-collecteur, du sachant à l'accompagnant. En ce qui concerne la dynamique patrimoine, nous avons constaté au cours des années écoulées que l'inventaire, né d'un contexte oscillant entre rejet des anthropologues et scepticisme de l'administration culturelle, est en passe d'engendrer de nouvelles perspectives. L'inventaire est en effet mis en œuvre à un moment clé de l'histoire politique française, dans un environnement où les entités régionales repensent à partir du local un nouvel équilibre face aux entités nationales, où la gouvernance entraîne des changements de société profonds. L'inventaire s'est ainsi intriqué de manière presque naturelle aux politiques. Il n'est sans doute pas utopique d'estimer que dans un avenir proche, les transformations suscitées par l'inventaire du PCI, mêlant étroitement patrimoine, pratiques vivantes, participation des individus et processus décisionnels communs, pourront devenir un pivot majeur des stratégies globales de gouvernance locale. Références bibliographiques. Bell, C. Newby, H. 1971. Community Studies. Londres, édition George Allen et Unwin. BORTOLOTTO, Chiara, Grenet, Sylvie. 2009. Pratique des inventaires du PCI dans le cadre de la Convention. Le patrimoine culturel immatériel de l'Europe. Inventer son inventaire en ligne. http://www.culture.gouv.fr/culture-r-cr-116.htm. Chaumier Jacques. 2003. Les techniques documentaires au fil de l'histoire. 1950 à 2000. Paris, édition ADBS. Chevalier Denis. 2004. Enquête sur la maréchalerie, 2001 à 2002. La Revue des musées de France. Musée du Louvre, février 2004, IPP 81 à 84. Grenet Sylvie. 2006. Problématiques et enjeux du patrimoine culturel immatériel au ministère de la Culture. Rencontre patrimoine culturel immatériel et transmission. La polyphonie corse traditionnelle peut-elle disparaître ? Centre des musiques traditionnelles corse, 22 et 23 juin 2006. Ajaccio, pp 5 à 6. http://www.ayac.cnrs.fr/img/pdf/grenet.pdf. Grenet Sylvie. 2008. Les inventaires en France, une culture et recherche en ligne. http://culture.gouv.fr/culture-editions/r-cr-116.htm. Heinisch, Nathalie. 2009. La fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère. Paris, édition MSH. Lassiter, L.E. Esperluet Ali. 2004. The Other Side of Middletown. Walnut Creek, Altamira Press. Lind, Robert Lind, Hélène. 1929. Middletown. A Study in American Culture. New York, édition Jovanovich. Lind, Robert Lind, Hélène. 1937. Middletown in Transition. New York, édition Harcourt Brace Jovanovich. Morin, Edgar. 2001-1967. Journal de Plozévet. Bretagne, 1965. La Tour d'Aigle, édition de l'Aube. Payne, G. 1996. Imagining the Community in S. Lyon, J. Busfield ADR, Methodological Imagination. Basingstoke, édition Macmillan, pp 17 à 33. Le patrimoine immatériel en tant que festival. Valdimar TR. HAFSTEIN, Université d'Islande. Résumé.
les événements festifs recouvrent l'un des domaines du patrimoine immatériel selon l'UNESCO, soit les fêtes et festivals. Cet article renverse cette formulation et propose plutôt une perspective sur le patrimoine immatériel en tant que festival. Avec les listes, les expositions, les ateliers, les concours et les prix, le festival est un genre d'exposition étroitement associé à la sauvegarde du patrimoine immatériel. Lorsqu'ils sont abordés en tant que patrimoine immatériel, les rituels, les marchés, les pratiques de guérison, la divination chamanique et les aliments développent alors leur propre festival. Si le patrimoine immatériel semble désigner autre chose, il reste avant tout un festival. Fêtes et festivals, un patrimoine immatériel ? Oui, je le suppose. Ces événements correspondent aux définitions de l'UNESCO, et des fêtes du monde entier figurent déjà sur la liste représentative. En outre, si nommer une fête patrimoine immatériel n'est pas la décrire, cette étiquette impose d'emblée à la fête un certain type de configuration, soit une intervention extérieure qui exerce sur la fête une sorte d'expertise à l'aide d'une boîte à outils particulière appelée sauvegarde. L'un des outils centraux pour la sauvegarde des expressions culturelles est précisément les pratiques festives. Aussi, je propose d'inverser les termes de la discussion. Les fêtes et festivals en tant que patrimoine immatériel ? Bien sûr, si vous le souhaitez. Mais le patrimoine immatériel en tant que festival ? À travers quelques exemples, je vais à présent tenter d'étayer cette hypothèse. Basée sur son long travail de terrain au Malawi, la folkloriste américaine Lisa Gilman a étudié l'inscription de la danse de guérison Vimbuza sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Vimbuza était cependant à bien des égards un étrange candidat. Ce nom désignant en effet à la fois une maladie et sa guérison, nous avons ici le cas d'une maladie figurant sur une liste de l'UNESCO. Au moyen de rituels traditionnels, les guérisseurs du Vimbuza diagnostiquent et traitent la possession de l'esprit. La danse de guérison est l'un de ses principaux rites thérapeutiques. Accompagné de tambours et de cloches, le public composé principalement de femmes prend une part active à la thérapie en sympathisant avec le danseur possédé, en chantant et en frappant de plus en plus fort des mains. La danse s'accélère ensuite jusqu'à la frénésie, et atteignant son apogée, c'est alors que les esprits relâchent leur emprise sur le patient, Gilman 2015 sur 201-202. Alors pourquoi le Vimbuza ? La motivation pour l'inscription du Vimbuza sur la liste de l'UNESCO paraît simple. Si établir un dossier de candidature est d'ordinaire une tâche ardue, le Vimbuza était déjà bien documenté par un certain nombre d'anthropologues, ce qui a facilité grandement la tâche des fonctionnaires du ministère de la Culture du Malawi chargés d'inscrire quelque chose sur la grande liste et de préférence tout de suite. Cependant, les pratiquants locaux du Vimbuza ne le considèrent pas du tout comme un patrimoine. Pour eux, il s'agit d'une pratique médicale. Plusieurs guérisseurs interrogés par Gilman ont fait remarquer que si le gouvernement voulait s'intéresser au Vimbuza, c'est le ministère de la Santé qui devrait s'en occuper, et non pas le ministère de la Culture. Le corps médical malawité est toutefois très critique sur le Vimbuza. D'autre part, ce pays étant majoritairement chrétien à forte influence pentecôtiste, les autorités religieuses sont également rétives à cette danse thérapeutique, allant jusqu'à la considérer comme satanique. Il est intéressant cependant de constater que certains des partisans de son inscription sont des chrétiens fondamentalistes, et même des médecins. Si certains pentecôtistes considèrent le Vimbuza comme satanique, ils sont également satisfaits de le voir reconnu comme patrimoine malawité, c'est-à-dire reconnu comme forme de danse et d'identité culturelle. En un sens, cette reconnaissance comme danse et patrimoine désactive en quelque sorte la fonction rituelle. Dans ce cas précis, une pratique médicale très populaire est devenue un objet de sauvegarde. En patrimonialisant le Vimbuza, ce dernier s'adapte dès lors à la catégorie des expositions patrimoniales, et cela inclut l'événement festif. Le Malawi organise à présent officiellement un festival annuel en l'honneur d'une maladie et de son traitement, Gilman 2015. En d'autres termes, on pourrait dire que la sauvegarde est une menace à la survie d'une pratique rituelle et médicale populaire. On peut comprendre pourquoi les guérisseurs dont Gilman a parlé pensent que de traiter le Vimbuza comme un patrimoine donne une impression faussée de leur pratique de guérison. La traduction du rituel en patrimoine immatériel fonctionne comme un contre-rituel,
vidant la pratique initiale de ses pouvoirs et de sa substance, n'en donnant à voir finalement qu'une coquille vide. Une danse-spectacle. Sauvegarder le patrimoine immatériel signifie d'abord créer de nouvelles institutions sociales, les conseils, comités, commissions, réseaux, fondations, etc., et ensuite, de promouvoir ce dernier à travers certaines expressions, les festivals, listes, expositions, ateliers, concours, prix, documentaires, matériel promotionnel, etc. Hafstein 2015-2009. Dans cette perspective, le Centre national Kuthiyatam Kendra a été fondé en Inde, dans la capitale du Kerala, afin d'administrer un plan d'action pour la sauvegarde de la tradition théâtrale sanskrite suite à son inscription sur la liste de l'UNESCO l'OSORP 2013-2015. De même, en Chine, le Centre Hongtong pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été chargé de la sauvegarde du Hongtong Zukang Zisu, c'est-à-dire la coutume de rendre visite à des parents sacrés à Hongtong. Ce nouveau centre regroupe de nombreuses compétences auparavant dispersées au sein des populations locales. You, 2015. Au Malawi, le ministère de la Culture a créé un organisme officiel, le Comité national du patrimoine culturel immatériel, qui comprend entre autres des employés culturels, des universitaires et des membres d'associations ethniques. En outre, une association nationale des guérisseurs et danseurs de Vimbuza a été formée, et a immédiatement instauré un code de conduite pour ses membres afin de contrer l'image négative de Vimbuza causée par sa pratique inappropriée. Gilman 2015/206. La place Jemaah el-Fna à Marrakech a été parmi les premiers éléments inscrits sur la grande liste. Dans le but de lutter pour sa sauvegarde, une ONG, les Amis de la Place, a été créée. Celle-ci réunit des universitaires, des artistes et des propriétaires d'entreprises locales. Après son inscription, un conseil spécial a été fondé afin de l'administrer. Dans les années suivantes, d'autres institutions sociales ont été constituées, donnant forme au sujet patrimonial. Les artistes ont ainsi leurs propres associations, la patrimonialisation de leurs pratiques contribuant à façonner une nouvelle identité de groupe, Beardsley, 2016, Hafstein, 2014, Tebaa et Skunti, 2011. Dans tous ces cas, nous sommes témoins pour le meilleur et pour le pire d'une institutionnalisation des relations sociales, d'une centralisation des pouvoirs et d'une émergence de nouveaux acteurs sociaux au sein d'une prolifération du social, c'est-à-dire de centres, de conseils, d'associations, de comités, de commissions, de réseaux et d'identités. La réforme des sujets patrimoniaux va de pair avec la réforme des objets patrimoniaux. Ceci englobe les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les compétences auxquelles la Convention de 2003 fait référence. Leur traduction dans le langage patrimonial suit des conventions génériques. Les genres du patrimoine immatériel promeuvent les pratiques traditionnelles, mais les orientent vers une exposition publique. Ainsi, en plus d'une association et d'un code de conduite, le plan de sauvegarde pour le Vimbuza comprend un nouveau livre, une exposition en musée, un inventaire des praticiens et l'organisation régulière de festivals de danse. Ainsi, le festival est un genre d'exposition étroitement associé à la sauvegarde du patrimoine immatériel. Au Malawi, une maladie et son traitement ont été festivalisés. Lisa Gilman fait remarquer que de nombreux guérisseurs, sceptiques quant à la patrimonialisation de leurs pratiques de guérison. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.